Merci monsieur, même si en effet la conclusion est un petit peu abrupte, mais mes collègues vont poser des questions. D'abord monsieur le rapporteur et ensuite bien sûr les questions de mes collègues. Merci, monsieur l'académicien. Je suis vraiment, avec l'ensemble de mes collègues, fiers. Nous sommes fiers et ravis que vous ayez accepté notre invitation, parce que nous aimons votre manière de dire les choses, et pas simplement, même si certains disent parfois que vous êtes pessimiste, moi je crois que vous êtes assez réaliste. Et nous sommes souvent dans le déni de dire les choses dans une société actuelle où il faut euphémiser tout un ensemble de choses. Moi j'aurais trois questions. La première, c'est l'enseignement des valeurs républicaines ne se heurte-t-il pas au flou qui entoure leur définition ainsi qu'à la remise en cause de l'idée nationale? Je vous les déplacerai. La deuxième, oui, c'est la perte d'autorité. C'était pour permettre à mes collègues de pouvoir intervenir juste après. La perte d'autorité des enseignants et le défaut de discipline peuvent-elles expliquer la perte de repères républicains? On a l'impression qu'il y a un déclin de l'autorité du maître qui est pour certains du fait de l'institution scolaire ou pour d'autres d'un mouvement plus général de recul de l'autorité. Et la troisième question, n'attend-on pas trop de l'école? Peut-elle tout faire comme se substituer à la famille dans l'éducation? Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux à chacune de vos questions. Alors, je m'arrête d'abord à ce terme, très souvent entendu, les valeurs républicaines. Alors, si j'ai fait référence à Renan, c'est précisément pour l'accent que celui-ci met sur l'héritage. Un héritage de gloire et de regret, dit-il. Mais, premièrement, cet héritage, l'histoire, cet héritage ne commence pas avec la République. J'ai toujours été fasciné par cette phrase de Péguy, la République une et indivisible, notre royaume de France. Et je veux dire, la littérature française n'est pas apparue miraculeusement en 1789 ou en 1848 ou avec l'instauration définitive de la République après la guerre de 70. Non. Et l'enseignement, j'ai bénéficié moi-même d'une éducation nationale, délibérément nationale, et je me souviens que nous étudions chaque année, d'où que nous venions. Même si les classes étaient moins bigarrées qu'aujourd'hui, une pièce de Racine, une pièce de Corneille, une pièce de Molière. Donc voilà, le flou qui entoure leur définition, je vois aussi une sorte de réduction à la République de ce qu'il s'agit d'enseigner. Et puis le mot de valeur, je le trouve un tout petit peu dangereux. Et là, en effet, parce que les valeurs sont d'abord enseigner les valeurs, c'est se condamner à faire des harangues ou des sermons. Je ne suis pas sûr qu'un enseignement efficace en passe par le sermon. En outre, ces valeurs sont justiciables d'interprétations extraordinairement différentes. Car si aujourd'hui certains remettent en cause le principe républicain par excellence qu'est la laïcité, ce n'est pas au nom de la religion. On ne plaide plus pour un retour à l'hétéronomie. Les partisans, les adversaires de la laïcité telle qu'elle fonctionne aujourd'hui se réclament eux-mêmes de la laïcité ouverte et s'appuient sur la déclaration des droits de l'homme, la liberté de conscience, la liberté religieuse,
leur paraît être au fondement de la modernité laïque. Donc, ils sont eux-mêmes partie prenante du grand mouvement de sécularisation de nos sociétés, et on invoquera de plus en plus la liberté de conscience, une certaine idée de laïcité, pour remettre en cause l'interdiction du voile islamique, des signes religieux ostensibles du voile islamique à l'école. C'est évidemment cet argument qui a été brandi quand on a commencé à réfléchir au problème du voile à l'université et à toutes ses conséquences, et c'est aussi l'argument qu'on invoque pour contester l'interdiction du voile intégral et de la burqa. Et moi, je vois même cette situation, si vous voulez. Or, pourquoi la France tient-elle obstinément, enfin, tient-elle jusqu'à présent à maintenir ces interdictions? Ce n'est pas simplement au nom de ses valeurs, c'est au nom de sa civilisation, au nom de ses mœurs. Et je vois se profiler, si vous voulez, je vois, oui, ce scénario se mettre en place, nos mœurs sacrifiées à notre idée du droit. Et donc nos mœurs, ce ne sont pas simplement des coutumes, ce n'est pas simplement un folklore. Il y a dans nos mœurs des valeurs auxquelles nous sommes attachés, mais précisément, il y a quelque chose ces valeurs, elles s'expriment dans notre civilisation et dans nos mœurs. Et je crois précisément qu'il faut que la France, que l'école soit un des lieux d'apprentissage, par-delà les valeurs républicaines, de la civilisation française. Évidemment, la difficulté, comme vous le soulignez dans votre question, tient aussi à la remise en cause de l'idée nationale. La nation ayant succombé à plusieurs reprises au nationalisme, l'âge étant venu de la construction européenne, il est de plus en plus difficile de parler, d'assumer même l'existence d'une civilisation française. C'est pourtant, me semble-t-il, ce qui doit être réaffirmé. La deuxième question. Oui, la deuxième. Et après on donnera la perte d'autorité des enseignants et les défauts de discipline peuvent-elles expliquer la perte des repères républicains? Plus généralement, la perte de l'autorité. Oui. Si vous voulez, là, il faut peut-être en revenir à Tocqueville, qui a montré que la démocratie moderne n'était pas simplement un régime, le régime du gouvernement par le peuple et pour le peuple. La démocratie, a-t-il analysé, est un processus, un mouvement historique fascinant et, disait-il, inquiétant. Et quand il disait inquiétant, ce n'est pas parce qu'il avait la nostalgie de l'Ancien Régime. Il disait que l'idée démocratique de liberté était plus juste que l'idée aristocratique de liberté. Mais ce processus était inquiétant. C'était quoi ce processus? C'est un processus d'égalisation des conditions. Et il disait, il faut pouvoir modérer la démocratie, sinon c'est la civilisation elle-même qui est mise en péril. Si en effet tout devient démocratique dans la démocratie, eh bien, il n'y a plus de verticalité et l'école est en péril. La perte de l'autorité, le recul de l'autorité dans nos sociétés vient, en quelque sorte, de l'hubris égalitaire dans laquelle notre société est prise. Et on le voit jusque dans le discours des politiques. Certes, l'inégalité économique demeure. On peut même dire qu'elle se creuse. Enfin, disons, c'est sujet à débat. Mais en tout cas, elle demeure. Il n'en reste pas moins que vous entendez toujours parler de la persistance des inégalités, de la nécessité d'en finir avec les
des inégalités sans que jamais, alors que très rarement, est affirmée l'autorité, c'est-à-dire une égalité positive, une inégalité positive, une inégalité nécessaire. Hein. Donc, vous voyez, avec l'égalité, tout est mis sur le même plan et il n'y a plus de hiérarchie entre les pratiques culturelles et la dissymétrie qui est au fondement même des institutions, et notamment de l'institution scolaire, tend à disparaître. Il n'y a plus d'estrade aujourd'hui dans les salles de classe. Et c'est très symbolique. Quand j'ai commencé à enseigner, même, on passait 10 ou 15 minutes à mettre les tables en rond. Bon, ça, c'est terminé. Je dois dire que j'enseignais dans un lycée technologique où je n'avais aucun problème de discipline. C'est pour ça que ces innovations pédagogiques pouvaient se faire sans trop de casse. On n'en est plus là aujourd'hui, mais il me semble en effet que ce recul de l'autorité correspond est un des symptômes de ce mouvement démocratique d'égalisation auquel il faut mettre une limite, mais on sait d'autant moins le faire que précisément tout le discours politique est organisé autour de la dénonciation des inégalités. N'attend pas trop. Je réponds à cette question. Peut-être. Merci. J'ai trop parlé. Non, c'est très bien, mais c'est peut-être. Je vais donner la parole donc à quelques questions à mes collègues et ainsi il y a des choses sûrement qui vont se recouper. Voilà, donc Monsieur Longuet. Merci Madame la Présidente. Je voudrais vraiment présenter mes excuses et prier Alain Finkielkraut de les accepter parce que je dois défendre un texte à 9h30, texte fiscal. Je reviendrai après, d'ailleurs ça peut être très court. Moi je voulais deux choses. La première, le remercier de ce qu'il est, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de son courage. C'est un vrai bonheur de vous lire et de vous écouter. Bon, de temps en temps, il faut dire les choses comme on les ressent. J'avais envie de les dire et je vous le dis à cet instant. La seconde, c'est que je suis en plein accord avec vos deux points de faiblesse de l'enseignement, la connexion contre l'attention. C'est d'ailleurs un problème général de la société, mais qui est plus grave chez les enfants, parce que les enfants sont plus fragiles que les adultes, qui malgré tout ont réussi à trouver un équilibre personnel. Et la seconde, en effet, la diversité des héritages, pour revenir à la thèse de Renan, nous pose un vrai problème. Il n'est pas insurmontable, mais il serait fou de le nier. Mais ce n'est pas le sens de ma question. Ma question, peut-être manque-t-il quelque chose dans votre analyse pessimiste, que je partage assez largement, pas une raison pour ne rien faire, mais il faut quand même avoir un diagnostic, c'est ce que j'appellerais le consumérisme des parents vis-à-vis de l'école. C'est-à-dire que l'école a été, à son origine, une garantie de succès social, de promotion sociale, de promotion économique et sociale, d'ailleurs les deux, à la fois de statut et de revenus. Et aujourd'hui, nous avons un doute profond des parents sur cette fonction de promotion de statut et de revenus, au moment même où toute la société incline chacun à être un consommateur exigeant pour son prestataire et jamais pour lui. Et l'une des difficultés que j'ai rencontrées comme président de région avec les enseignants concernant la réussite scolaire, ce sont les comportements des parents qui ont une attente assez primitive que je qualifierais d'attente de garagiste. On va au lycée comme on va chez le garagiste qui vous rend une voiture réparée. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose pour l'enseignement. Et j'aurais voulu que sur ce thème, l'école, certitude de promotion, est aujourd'hui une attente qui est plus ambiguë dans ses résultats et qui donc affaiblit la fonction, le magistère, le prestige de l'école, à l'exception naturellement des grandes écoles, des classes préparatoires, de tout ce qui, d'une certaine façon, garantit la réussite.
Mais cette garantie de réussite, elle est parfaitement minoritaire. Et les gros bataillons, eux, sont confrontés à une école dont ils ne ressentent pas complètement l'utilité sociale. Merci beaucoup. M. Longuet. Autre question? Non, c'est bon. Pour l'instant, non. Comme ça, M. Oui, Longuet je aura sa préfère réponse. Oui, et puis je préfère répondre à une question à la fois. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les élèves sont de moins en moins des élèves et ils ont une espèce de double identité aujourd'hui. C'est comme s'ils étaient les produits de l'école et quand le produit est défectueux, on se plaint. Et c'est comme s'ils étaient en même temps les clients. Produits et clients. Et c'est une dérive extrêmement grave. Mais là où peut-être je ne vois pas tout à fait les choses comme vous, ou peut-être nos deux réflexions se complètent, je ne suis pas sûr que l'école, autrefois, se présentait comme une garantie de promotion sociale. Ou du moins, elle avait aux yeux des parents eux-mêmes une autre fonction qui faisait tout son prestige. J'ai eu à l'école polytechnique un très brillant élève, major, je crois maintenant d'ailleurs qu'il est à l'UMP, il s'appelait Vincent Lebier, il s'appelle toujours Vincent Lebier. Et je discutais avec lui, et d'abord il m'a dit qu'il venait d'une famille d'agriculteurs du Cotentin, des petits agriculteurs, et je lui demandais, mais alors qu'est-ce que vos parents attendaient de vous? Est-ce qu'ils espéraient, à travers votre réussite scolaire, une promotion sociale et qui faisait pression pour que, par vos diplômes, vous sortiez de leur propre horizon? Il me dit non. La seule chose qu'ils me demandaient, c'était de ramener de bons bulletins. Et je me souviens que mes parents avaient exactement la même attente. C'est-à-dire que l'école, c'est le lieu, notamment l'enseignement secondaire, en France, c'est le lieu de transmission du savoir, d'acquisition d'une culture générale, et l'école était valorisée pour cela par les parents. Laurent Laforgue, le mathématicien médaille Fields, qui s'est engagé il y a plusieurs années dans une véritable croisade pour les humanités, a écrit un article absolument magnifique pour la revue Conférence, intitulé « La confusion des ordres ». Il en revient, il part de la fameuse distinction des ordres pascaliennes, l'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit, l'ordre de la charité. Et il constate que si vous voulez, l'idée même de grandeur de l'esprit semble disparaître par sollicitude au nom de l'égalité, donc de la charité. On voudrait la réussite pour tous. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai démissionné de la commission Tello, parce que je ne comprenais rien à ce slogan. Je trouvais qu'il y avait quelque chose soviétique, enfin, la réussite pour tous. Et donc j'ai démissionné. On veut la réussite pour tous, mais d'autre part, on ne voit pas, on ne sait plus penser l'autonomie des grandeurs de l'esprit. D'où d'ailleurs l'espèce de discrédit dont les enseignants sont l'objet, puisqu'ils ne gagnent que 1 500 € par mois. Et on ne peut pas faire partie de l'élite quand on gagne 1 500 € par mois. Or, les professeurs de lycée, au temps de la République des professeurs, n'étaient pas riches, mais ils faisaient partie d'une élite parce que précisément d'autres critères intervenaient. Donc ce qui me paraît extraordinairement dangereux, c'est le fait que la finalité première de l'école, et notamment de l'enseignement secondaire, cultiver les élèves, eh bien c'est que cette finalité est disparue de notre horizon mental. D'où cette attente extrêmement brutale. Il faut me faire réussir. Et si vous ne me faites pas réussir, eh bien, c'est votre faute. Et évidemment, les pauvres professeurs sont traités comme des prestataires de services. Et autrefois, alors je m'excuse, j'ai l'air vraiment d'un réactionnaire, d'un nostalgique incorrigible, mais d'abord,
On avait peur quand on allait à l'école, on avait toujours un peu peur, les élèves avaient un peu peur, c'était pas forcément peur des punitions, mais... Et les parents avaient le ventre noué quand ils allaient voir les professeurs. Ah oui, ils se demandaient ce qu'ils allaient dire. Or, là, si le professeur sanctionne l'élève, il arrive très souvent que les parents s'en prennent à lui. Pourquoi avez-vous fait ça? Mon enfant ne le méritait pas. C'est à vous de mieux vous occuper de lui. C'est à vous de le faire réussir. Ce mot de réussite, si vous voulez, tend à éclipser celui-là, le mot de culture. Et la disparition de ce mot de culture est effectivement très inquiétante. Merci beaucoup, monsieur. Vous regarderez la suite en vidéo. Monsieur Magnier, votre question? Madame la Présidente, Monsieur l'académicien, merci de vos éclairages. J'arrive pas bien à comprendre pourquoi il faut prêter serment pour dire ce que vous venez de dire. Franchement, je le dirai à plusieurs reprises. Je vois pas pourquoi on fait une commission d'enquête sur cette affaire. Et pourquoi je ne comprends pas, monsieur l'académicien, pourquoi on vous fait prêter serment pour dire ce que vous venez de dire. Franchement, c'est bien, moi j'adore les formes. Oui, mais justement, ces formes-là, on avait déjà eu l'occasion de dire, et je le répète aujourd'hui, une commission d'information a très bien pu entendre ce que vous avez à dire, ce que nous avons à dire. En tout cas, merci de votre intervention. La fin de votre propos m'amène à reparler un peu de ce que j'évoque souvent, parce que je suis moi-même enseignant d'origine, de formation. Et je l'étais, je crois que parmi ceux qui sont là, j'étais un des derniers dans une classe, puisque j'y étais encore dans l'année scolaire 2010-2011, avant de devenir sénateur. Et je crois qu'on a, par rapport à l'école, mais on l'a aussi pour beaucoup de choses dans cette société, un peu le mythe du passé béni. Comme si autrefois, avant, tout était mieux. L'école, et même aujourd'hui qui regrette le service militaire. Alors moi, franchement, je vous dis, j'ai fait le service militaire, je ne regrette pas. Par contre, qu'il y ait un lieu de rencontre des jeunes de ce pays, quelque part, organisé d'une certaine manière, et qui ne soit pas forcément militaire, ça ne me paraît pas une mauvaise chose. Je pourrais prendre d'autres exemples. L'école, elle est dans la société, elle est forcément immergée dans la société change. Ce n'est pas l'école qui change. L'école, elle doit changer en même temps que la société, elle doit changer seule. Ce n'est pas un îlot, même si parfois ça devrait l'être par rapport à un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser dans la société. Les enseignants, aujourd'hui, font partie d'un monde qui n'est pas un monde à part. Par contre, ce qu'on peut contester, c'est la façon dont ils sont formés aujourd'hui, dont ils l'ont été dans les 10 dernières années. Moi, j'ai eu la chance d'être un enseignant formé à l'école normale instituteur, même si ce n'est pas le nec plus ultra de la formation, ça l'était pas mal pour les enseignants. Et je crois aujourd'hui que ce qu'on peut regretter, et c'est peut-être un peu un des maux dont souffre notre école, c'est d'avoir des enseignants qui sont un peu démunis parce que mal formés. Justement, la loi de refondation de l'école a fait une part belle à la formation des enseignants dans des établissements qui ne s'appellent plus les IUFM, qui ne s'appellent plus les écoles normales, mais qui s'appellent les écoles supérieures de professorat à l'éducation, et dans lequel on essaie de redéfinir la formation des enseignants et de redéfinir ce qu'est le socle commun des enfants de ce pays, de connaissances, parce que c'est d'abord la connaissance à l'école, de compétences, parce qu'il faut que ces connaissances débouchent sur des compétences pour la réussite professionnelle notamment, et de valeurs, que sont les valeurs culturelles que vous avez évoquées tout à l'heure. Donc je crois que vos interventions, vos explications nous font comprendre qu'effectivement, aujourd'hui, l'école elle est soumise à un certain nombre de difficultés qui viennent de l'extérieur. Cette commission d'enquête aujourd'hui qui est mise en place et nous permettra certainement de débattre, comme nous l'avons fait longuement lors de l'élaboration de la loi de 2013 sur la refondation de l'école. On peut débattre effectivement longtemps sur l'école, mais je ne pense pas qu'elle soit un élément différent de tous les autres éléments de la société. Il faut qu'elle évolue. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire non plus de faire le procès des parents d'élèves. Vous savez, moi, j'ai connu des parents d'élèves qui viennent toujours, aujourd'hui, en 2015, un peu en tremblant à l'école, parce que pour eux, ce n'est pas toujours simple de venir voir le maître ou la maîtresse de l'école. Je connais encore, malheureusement, des enfants qui vont à l'école avec un peu la peur au ventre, comme vous le disiez tout à l'heure, pour un certain nombre de raisons, parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils sont différents, etc. Il y a encore la peur, la crainte du maître, mais je crois qu'on a tendance à généraliser des faits particuliers. Effectivement, il y a des gens qui n'ont peur de rien, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils viennent à l'école comme ils viennent dans des lieux de consommation. Ça a été dit, c'est vrai. Mais ça n'est pas, je crois, la généralité. Voilà ce que je voulais dire.
Merci, chers collègues. Je vais donc donner la parole à monsieur l'académicien. Je veux juste dire, donc, pour qu'il n'ait pas l'impression que ce soit lui qui est mis en cause, c'est vraiment donc notre différence entre commission d'enquête et mission d'information. Le choix qui a été fait n'a pas été celui de tout le monde, mais vous n'y êtes pour rien, donc je vous laisse répondre. Je vous l'ai dit, j'aime les formes, j'aime les rites, donc je me suis soumis à cette obligation avec... sans aucun problème. Écoutez, je suis très étonné de ce que vous avez dit sur l'apparente ritournelle du « c'était mieux avant ». Je constate que plus le présent se révèle invivable et plus on tente à ridiculiser, voire à criminaliser la nostalgie. J'ai vu, il y a 2 ans, un professeur d'un lycée professionnel qui avait été tabassé par un élève et qui a dit à la télévision, et c'était visiblement pas... C'est pas un professeur à l'ancienne, hein, il se présentait... comme les professeurs sont habillés aujourd'hui, souvent en jean et en t-shirt, c'est justement le principe égalitaire qui touche, qui affecte les professeurs eux-mêmes. On ne porte certainement plus la cravate aujourd'hui quand on va enseigner au lycée. Bien. Et il disait, il a eu cette phrase, il faut bien le savoir, l'enseignement aujourd'hui c'est un sport de combat. En 1974, 75, je ne sais plus, j'ai été nommé, juste après mon agrégation, professeur dans un lycée technique de Beauvais, à l'orée de Beauvais. J'étais très content d'obtenir ce poste parce que je pouvais rentrer à Paris, je n'avais pas à m'installer plus loin au nord pour 3 ou 4 jours, et c'était l'obsession des jeunes agrégés. Je ne me suis jamais posé la question de la discipline. Je n'ai jamais pensé que ça allait être dangereux pour moi. Je n'avais pas cette peur. Il m'arrivait de rater mes cours et les élèves me le faisaient sentir, mais c'était tout. Alors, j'entends dire aussi que maintenant... Alors, nous avions, par exemple, une sorte de ferveur pédagogique dont j'ai parlé, les tables rondes, etc. Mais maintenant... On vous explique qu'on a besoin de professionnaliser les professeurs. La transmission du savoir ne suffit pas à elle seule à faire un bon professeur. C'est quand même étonnant. C'est une rupture avec plusieurs siècles d'éducation, avec l'éducation elle-même. Ce qu'on demandait à un professeur, c'est de savoir transmettre ça. Pourquoi, vous dit-on, et c'est fini ? Parce que maintenant, il s'agit de tenir sa classe. Le grand problème, c'est qu'il faut des professeurs aguerris pour qu'ils sachent tenir leur classe. On m'a même on m'a jamais dit, on n'a jamais donné des recettes pour tenir ma classe. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jamais. Et c'était les années 70. Donc, il s'est quand même produit une rupture extrêmement violente. C'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, sachons-le quand même, aujourd'hui, quand un élève, un brillant élève, passe l'agrégation, c'est avec l'idée qu'il faudra qu'il se débrouille pour ne pas enseigner ou pour trouver immédiatement un poste dans le supérieur. Nous voulions enseigner près de Paris. Voilà, c'était avoir un bon classement pour pouvoir enseigner près de Paris. Mais ne pas enseigner, non, c'était pas notre objectif. J'étais plutôt content de devenir professeur. Voilà. Et donc, il se passe quelque chose. La crise des vocations vient de la nouvelle situation faite aux professeurs dans l'enseignement d'aujourd'hui. Et cette situation, alors là, je vais définitivement mettre les pieds dans le plat, a un lien, évidemment, avec le nouveau public scolaire, donc avec l'immigration. Et ce lien, il est très difficile à faire. J'ajoute même que si la nostalgie est criminalisée aujourd'hui, on le voit très bien, c'est parce qu'on a l'air de regretter l'époque d'une certaine homogénéité
culturelle et ethnique, et ce faisant, on est suspect de racisme. Souvenez-vous des attaques qui ont été lancées contre un certain nombre de films, comme Les Enfants du Marais, comme Amélie Poulain, ou comme non, comment ça s'appelle, pas les chanteurs, enfin peu importe, j'ai oublié le titre, mais les choristes, pardon, qui n'étaient pas de grands films, Dieu sait. Mais tout d'un coup, on disait, regardez, pourquoi ils aiment ça? Pourquoi ça leur plaît? Parce que ce n'est pas la diversité, parce que ce n'est pas la France multiethnique. On aurait plus de latitude pour critiquer le présent si le présent n'était pas celui de la diversité. Car critiquer le présent de la diversité, c'est évidemment, disons, se montrer coupable de quelque chose, de pas bien. Donc, et il me semble que les professeurs aujourd'hui sont dans une situation qu'ils n'ont jamais connue, jamais, qui n'a pas de précédent. Alors, je ne veux absolument pas idéaliser l'époque où j'ai été élève ou l'époque où j'étais enseignant. J'ai connu de longues périodes d'ennui, j'ai connu des professeurs, disons, beaucoup trop autoritaires pour le coup, d'autres qui n'étaient pas à la hauteur de leurs fonctions. Tout cela est vrai. Il n'en reste pas moins que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui n'existent pas. Et la difficulté de le dire tient précisément à ce que cela met sur le tapis une question qu'on a beaucoup de mal à regarder en face, qui est la question de l'immigration de peuplement. Merci. Avant de donner la parole à mon collègue Savin, je vais juste rebondir parce que, bon, bien sûr, dans tout ce que vous avez dit, il y a la transmission de savoir, mais je pense qu'il y a aussi tout ce qu'il y a derrière la pédagogie. Et c'est vrai qu'un professeur agrégé n'a peut-être pas tout à fait les mêmes classes aujourd'hui dans des collèges. Et c'est très bien que vous ayez eu envie d'enseigner. Je suis assez d'accord. C'est dommage qu'un quelqu'un qui devient professeur, même agrégé, n'ait pas envie d'enseigner, surtout pas. Ça, c'est vraiment très dommage. Mais c'est vrai que nous sommes à plusieurs niveaux, donc l'école primaire, le collège et le lycée. Mais je vais laisser donc Monsieur Savin poser sa question. Excusez-moi, chers collègues. Non, non. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Monsieur l'académicienne, merci pour les propos que vous tenez, qui, c'est vrai, dressent un peu un tableau assez pessimiste de la situation, mais à titre personnel, je crois qu'en effet, ce tableau est très proche de la réalité que nous vivons au quotidien. Alors, ma question va avoir un lien avec les événements qui se sont déroulés au mois de janvier dernier. Nous avons entendu déplorer la faiblesse de la réponse gouvernementale dans le domaine de l'éducation, parce que cette réponse se contentait de réaffirmer des valeurs, et vous l'avez souligné tout à l'heure, tandis que vous appelez, vous, de vos voeux, un retour de la rigueur à l'école. Alors pourriez-vous peut-être développer cette idée, évoquer la forme que vous pourrez prendre, selon vous, ce retour de la rigueur, aussi bien dans les classes que dans les programmes scolaires? Oui, en effet, j'ai été confronté lors d'une émission de télévision à Najat Vallaud-Belkacem, et je lui ai dit que ce qui comptait pour moi, ce qui devait compter, c'est pas les valeurs, mais la rigueur. Et si vous en souvenez, une professeure d'histoire, Barbara Lefebvre, qui a participé à la rédaction du livre Les territoires perdus de la République, livre paru en 2002, et où tout était déjà là, eh bien, est allée dans ce sens, et j'ai été très frappé quand elle a dit que ce qui importait avant tout, elle, professeure d'histoire, c'est l'apprentissage de la langue. Donc, la rigueur, ça doit être avant tout la langue. On le constate aujourd'hui dans n'importe quel radio-trottoir et à tous les âges. On a le sentiment que la syntaxe est oubliée. Voilà. On parle pour faire sens et peu importe la manière de parler. Les règles syntaxiques, la rigueur syntaxique, tout cela ne fait plus loi.
Et c'est à cela, me semble-t-il, qu'il importe de revenir. Une langue voilà, qui retrouve en quelque sorte sa forme. Et cela doit commencer dès l'école primaire. Voilà, donc premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, je crois que les professeurs doivent retrouver l'autorité qui leur manque aujourd'hui et donc retrouver par exemple le droit de faire redoubler les élèves. Toute une série d'études paraissent pour vous expliquer aujourd'hui que le redoublement est une catastrophe, que ça ne marche pas. Simplement, et d'ailleurs souvent les parents se réfèrent à ces études, s'appuient sur ces études pour protester et pour faire appel du redoublement. Et quand ils font appel, en général, ils obtiennent satisfaction. Mais à ce moment-là, le professeur est complètement démuni. Donc voilà, sa parole ou rien, c'est exactement la même chose. Or, si il y a des écarts de niveau trop importants dans les classes, nécessairement, on aligne le niveau général sur le niveau du plus faible parce qu'on ne veut pas le laisser au bord du chemin. Toujours ce syndrome égalitaire. Hein. Il s'agit de regarder la réalité, et c'est ce que demande par exemple François Dubet sans cesse, du point de vue du plus défavorisé. Et on dénonce les stratégies des parents d'élèves qui ne veulent pas de cela et qui, dans ces cas, choisissent même de changer, de faire entrer leurs enfants dans d'autres écoles plus exigeantes. Et cela est très important parce que si l'école, si les choses continuent au même rythme, si on ne revient pas sur précisément le processus qui est engagé, de plus en plus de parents nostalgiques de la République mettront leurs enfants dans les écoles privées. C'est quand même un paradoxe insoutenable. Mais c'est ce vers quoi on va. Comme si la République avait doucement quitté, au nom des meilleures intentions, l'école républicaine. Donc il faut, me semble-t-il, faire revenir la République dans l'école républicaine. La République, c'est-à-dire l'élitisme républicain, c'est-à-dire évidemment les notes qu'on voulait supprimer. Et là, on s'est dit, après le 11 janvier, quand même, on ne peut pas. Enfin, quand ça se passera, toutes sortes de commissions d'experts vous diront qu'il faut les supprimer, parce que les notes, c'est subjectif. Vous vous rendez compte ce qu'on dit en disant les notes, c'est subjectif? On dit les professeurs n'en font qu'à leur tête. Ce sont des capricieux. Voilà, c'est subjectif, les notes. Donc, voilà. Et puis surtout, c'est comparatif. Il ne faut pas créer d'émulation, parce que l'émulation, c'est la compétition. La compétition, c'est l'horreur du libéralisme. Donc, il n'y a même plus de distinction entre le libéralisme économique et l'élitisme républicain. Donc voilà, la rigueur, c'est faire revenir la République à l'école. On ne fait pas revenir la République à l'école en faisant des sermons sur les valeurs, on fait revenir la République à l'école en mettant au cœur de l'enseignement l'histoire, le français, la géographie et au fondement de tout, un apprentissage exigeant de la langue. Merci, monsieur l'académicien. Donc, j'ai le mauvais rôle d'être obligé de surveiller la pendule. Donc, ma collègue Jourda voulait poser une question et monsieur Legendre aussi. Donc, si vous en êtes d'accord, ils poseront tous les deux leurs questions et ainsi vous pourrez répondre. Voilà. Les réponses sont trop longues. Ce n'est pas de votre faute, c'est que le temps est très compté. Merci. Monsieur le professeur, je souhaiterais donc revenir sur les propos liminaires que vous avez tenus et peut-être vous demander exactement, lorsque vous avez parlé de laïcité ouverte,
Parce que moi, ce qui m'intéresse par rapport donc à ce qui s'est produit, à l'évolution justement qu'on peut attendre donc dans les écoles et notamment dans les écoles primaires, il est question d'une formation des enseignants à la laïcité. Et pour appartenir moi-même à un collectif laïque, ce que je perçois dans les réunions que nous tenons, c'est que cette question est une question fondamentale, non pas que pour les enseignants, mais pour les personnes qui s'intéressent donc à l'évolution de notre société et au vécu d'aujourd'hui. Et ce que j'ai pu y constater, c'est que justement, entre des jeunes enseignants et des enseignants, comme le disait mon collègue, donc issus des écoles normales, mais il y avait plusieurs définitions de cette laïcité. Donc, à mon sens, si nous voulons nous adapter et apporter les réponses voulues et surtout faire que cette école donc laïque, alors moi j'en reviendrai à une définition très basique, hein. Au tout départ, la laïcité, c'était tout simplement ce qui n'était pas religieux. Voilà. Et je crois que c'est une première notion qu'on a un petit peu oubliée. Et lorsque j'entends des définitions, quelquefois, ça fait frémir. Et cette question de laïcité ouverte que vous avez juste évoquée, si vous pouviez donc nous définir comment vous la sentez, ce serait intéressant. Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur l'académicien, Madame la Présidente, vous nous avez fait replonger dans les temps enfouis de la nostalgie. L'époque où, moi aussi, à la fin des années 60, j'étais un jeune certifié, puis ensuite un jeune agrégé dans des lycées pas toujours très faciles, mais il me semble qu'il y avait une différence. L'école, elle est victime de ce qu'elle s'est donnée comme mission, et c'est une mission qui est absolument incontestable, c'est-à-dire la démocratisation. Dans les années 60, tout le monde n'allait pas au lycée. J'ai encore connu l'examen d'entrée en sixième, par exemple. Donc ceux qui étaient au lycée, et en particulier quand ils étaient issus de familles modestes, considéraient qu'ils avaient eu la chance d'aller là où leurs parents n'avaient pas pu aller, et les parents étaient tout à fait décidés à leur faire sentir la nécessité de la discipline parce qu'ils avaient de la chance et qu'ils n'avaient pas le droit de la gâcher. Je crois que maintenant, dans la mesure où tout le monde, quand il entre à l'école, a vocation d'aller jusqu'au baccalauréat et au-delà, ce sentiment a plus ou moins disparu. Il y a une exigence des parents que vous puissiez suivre, et que les élèves puissent suivre année après année, et si les professeurs y mettent obstacle parce qu'ils estiment que le niveau n'est pas atteint, à ce moment-là, effectivement, certains parents vont croire devoir s'en prendre, non pas à leurs chers élèves, mais aux professeurs. Ça peut exister, mais la société a des exigences différentes parce qu'on a d'abord donné comme objectif que tout le monde puisse aller le plus loin possible. Ça a des conséquences. La deuxième, c'est que quand nous avions un diplôme, quand on était professeur agrégé ou certifié, on était assuré d'avoir une place dans la société parce que le diplôme était rare. Même s'il n'est pas dévalorisé, il n'empêche quand même que le diplôme est moins rare, que la paye n'a pas suivi toujours, et qu'un professeur de lycée dans une ville moyenne, je suis élu d'une ville moyenne, c'était peut-être quelque chose il y a 40 ou 50 ans, c'est maintenant une fonction banale parce qu'il fréquente des quantités d'autres gens qui sont sortis de l'université avec Bac+3, Bac+5, qui sont les parents de leurs élèves, et tout ceci est normal. La société, de ce point de vue-là, c'est un peu homogénéisé. Je ne suis pas persuadé que nous pourrons modifier ce genre de choses. Il y a un point je dois peut-être nuancer un peu aussi, vous avez parlé, et c'est un vrai problème, des enfants issus de l'immigration et qui peuvent se sentir hétérogènes dans les classes et poser des problèmes. Mais il y a aussi des problèmes dans des villes moyennes dont les lycées ne sont pas particulièrement marqués par une forte présence d'élèves issus de l'immigration. Donc il y a le problème des lycées ou des collèges à forte population d'enfants d'origine étrangère et dont les parents peut-être ne maîtrisaient pas la langue française, etc. Il y a aussi des problèmes dans des villes moyennes où ça ne joue pas tout à fait. Donc je pense qu'il faut peut-être un petit peu élargir la problématique et ne pas la limiter à ce que vous indiquez. Le dernier point qui me paraîtrait intéressant, c'est que la société, elle a toujours évolué en même temps que l'école,
et qu'elle a eu tendance toujours à établir les familles les plus favorisées. Quand une évolution les inquiétait, elle a toujours eu tendance à mettre en place des systèmes dérivés pour échapper à l'évolution et faire en sorte que, même dans le service public, il y ait de bons lycées et de moins bons lycées. Et qu'on publie, ça m'a toujours surpris et un peu choqué, dans la presse, la liste des bons établissements et des moins bons établissements, ce qui est parfaitement contraire à l'éthique que l'école veut développer. Il faut savoir ce que l'on veut, où on classe les établissements, où on dit qu'on veut la réussite pour le plus grand nombre. Bon, je crois que c'est ainsi. Et il y a un point qui est très symptomatique, j'ai fait là-dessus des rapports, c'est la classe préparatoire aux grandes écoles, qui est quand même l'instrument de la diversification sociale. On se rend compte que les classes prépa continuent à avoir des recrutements extrêmement sélectifs et qu'elles ne sont loin d'être présentes géographiquement sur l'ensemble du territoire. Et quand vous regardez la carte des classes prépa, vous vous apercevez qu'elle reflète aussi une certaine sociologie. Et ça, on en parle peu. Et quand on veut faire avancer les choses ou les modifier, on se heurte à un silence assourdissant, quelle que soit la majorité et quel que soit le gouvernement. Je me permets de faire ces quelques remarques. Bien, je vais essayer de répondre. Alors d'abord, je pense que la laïcité qui se prétend ouverte, donc décrit implicitement voire explicitement la laïcité républicaine comme une laïcité rigide, fermée, dont il faut exiger une sorte de relaxation. Pour moi, ce n'est pas une laïcité ouverte, c'est face précisément aux défis, aux problèmes qui nous visent, une laïcité couchée. Mais bien sûr, cette laïcité ouverte peut se prévaloir des exemples étrangers. Tous les États occidentaux sont entrés dans l'âge de la sécularisation, donc ils sont tous laïcs, mais ils ne le sont pas de la même façon. Je l'ai dit, chez certains, on insiste sur la liberté de conscience, mais en France, la laïcité scolaire, je crois que la meilleure définition en a été justement donnée presque sans le vouloir, par notre plus grand penseur chrétien, Pascal, dans la distinction des ordres. C'est ce que Léon Braunschweig a très bien vu. Pascal est amené lui-même à reconnaître, entre la chair et la charité, il n'en reste pas à ce dualisme, l'indépendance de l'ordre spirituel. L'école défend l'indépendance de l'ordre spirituel. L'enseignant, l'instituteur, disait Péguy, n'est pas le représentant d'une majorité, il n'est pas le représentant de l'État, il n'est pas le représentant de la société. Il est le représentant des poètes et des artistes. Il est le représentant de la culture. Or, précisément, aujourd'hui, cette représentation est remise en cause et l'une des raisons pour lesquelles on refuse à l'école les signes religieux ostensibles, c'est que derrière ces signes, il y a l'affirmation que la culture doit être soumise à des considérations et des valeurs plus hautes. C'est tout le sens du rapport Aubin, un rapport enterré en 2004, un rapport qui parlait justement des problèmes des signes religieux dans les établissements dits sensibles, car ils existent. Moi, je veux bien qu'il y ait des problèmes ailleurs, je l'ai dit, et il faut élargir, mais élargir, ça ne doit pas être noyer le poisson non plus. Or, tout est fait aujourd'hui en France de toutes les manières et de tous les côtés pour noyer le poisson. Donc, et ce que le rapport Aubin disait, c'est qu'effectivement, il y avait la question du voile, mais derrière la question du voile, il y avait la contestation des cours. Et c'est vrai aussi dans l'enseignement supérieur. Quand le voile est très présent dans l'enseignement supérieur, eh bien, les professeurs eux-mêmes, dans ce qu'ils disent, sont contestés. Et la culture doit être défendue, l'indépendance de l'ordre spirituel doit être défendue, et donc cela exige des règles, cela exige une certaine rigueur, là encore, une certaine intransigeance. Donc je défends l'intransigeance contre une ouverture qui équivaut, pour employer le terme récemment remis à la mode, à de la soumission. D'autre part, pour en venir à la démocratisation. Oui, la démocratisation a été une ambition. Elle était inscrite déjà à l'horizon de la République.
C'était ce que Ossip Mandelstam a appelé dans un poème la splendide promesse faite au 4e État. Hein, promesse, justement, de cultiver tout le monde. Mais on a voulu, et c'est très légitime, accélérer les choses. Hein. Donc on a massifié l'enseignement. Le résultat, c'est qu'il y a moins, il faut bien le dire, il y a moins d'élèves issus des milieux modestes dans les classes préparatoires et à l'école polytechnique qu'avant. C'est ça le résultat. Il y en a moins depuis la démocratisation. Et il suffit lisez Le Premier Homme de Camus. Voyez ce qu'a été M. Germain. M. Germain, de toute façon, n'aurait pas sa place dans l'enseignement d'aujourd'hui. Il n'aurait pas sa place. Les inspecteurs le suspendraient pour sa sévérité. Et Albert Camus ne serait pas devenu Albert Camus. Il n'aurait pas pu le devenir. Et pourquoi? Eh bien, on le voit. Je parlais de l'héritage tout à l'heure. Hein. Mais pensons à l'effet dans l'institution d'un livre comme celui de Pierre Bourdieu, Les Héritiers. C'est un livre qui nous dit, voilà, il y a des gens qui sont nés dans la bourgeoisie et finalement, les choses, ils ont acquis une sorte de capital culturel avant l'école, et l'école, finalement, elle les désigne sous couleur d'égalité des chances, elle choisit les déjà héritiers, ceux qui sont dans la connivence de la culture. Bien. Résultat, c'est à l'héritage qu'on s'en est pris. C'est à la culture générale qu'on supprime dans un certain nombre de concours et de concours administratifs au grand applaudissement du CRAN, le comité représentatif des associations noires de France. Parce que, dit-on, la culture générale avantage, et ça c'est une expression qu'on entend, ça fait partie des éléments de langage, ceux qui ont les codes. Voilà. Il y a ceux qui ont les codes et il y a ceux qui n'ont pas les codes. Donc l'inhéritage devient au programme. Parce que précisément, on se dit, oui, mais c'est trop facile. Il y a des gens qui ont déjà un capital culturel, d'autres qui n'en ont pas. Et bien, si précisément on faisait fi de ce capital, on réaliserait mieux l'égalité. Le résultat, c'est qu'en effet, les enfants des milieux défavorisés ont de moins en moins de chances de s'élever. Quant aux enfants d'enseignants, aux enfants de milieux défavorisés, on les met dans des écoles où une idéologie comme celle-là ne sévit pas. Hein, et il est tout à fait légitime, étant donné la situation, le désastre scolaire d'aujourd'hui, que les journaux, en effet, publient les palmarès des lycées. Parce que tous les parents se posent la question. Il faut bien le savoir, tous les parents. Alors on va peut-être durcir la carte scolaire, mais tous les parents. Autrefois, on mettait ces enfants. Et encore une fois, je vois bien. Moi, j'habitais dans le 10e arrondissement. On m'a mis dans l'école d'à côté, et mes parents ne réfléchissaient pas. La confiance dans l'école publique régnait. C'était simple, c'était tout à fait, voilà, on met dans l'école publique, après, et tout va bien. Mais maintenant, ce n'est plus vrai. J'ai mis mon fils, moi, au lycée Lacanal. Je me suis installé à Bourg-la-Reine pour qu'il soit mis au lycée Lacanal. D'ailleurs, j'ai même fait jouer mes relations pour qu'il soit au collège Lacanal plutôt qu'au collège Évariste Galois, qui était tout près. Parce que c'était un collège difficile. Mais mon choix du lycée Lacanal a été désastreux, déjà désastreux, parce que ce n'était plus un grand lycée. C'était devenu un mauvais lycée. J'aurais dû le mettre au collège Sévigné à Paris. J'aurais dû faire ça. Et je ne l'ai pas fait. Mais que des parents aient conscience de la situation, c'est quand même la moindre des choses. Il faut bien qu'ils défendent leurs enfants. Il faut bien qu'ils veuillent assurer à leurs enfants une éducation digne de ce nom. Il veut qu'ils les mettent à l'abri d'une idéologie égalitaire qui, au bout du compte, entretient les pires des inégalités. Merci beaucoup. Donc je crois que nous allons bien sûr arrêter, même si nous resterions beaucoup plus longtemps avec vous, mais nous avons d'autres auditions. Merci, monsieur l'académicien. Merci beaucoup. Merci.